Alors là, bonjour, je vais vous montrer un site du Paléocène, du Thanésien précisément, qui vient de la région de Compiègne, on va dire, du secteur de Compiègne, dans l'Oise, en France. Ce sont des sables que j'ai récupérés il y a quelques temps et qui donnent un niveau assez condensé à dents de requin, à dents de poisson, quelquefois du crocodile, de la tortue, enfin vous allez voir, je vais essayer de vous montrer ça plus en détail, et quelques mollusques intéressants. Alors, comme d'habitude, je ne donne aucune information sur l'emplacement précis du site, hein, c'est pas la peine, c'est pas le but de ces vidéos-là, pas le but que tout le monde aille sur ces sites-là, il y a très peu de monde qui connaissent. On est 3 ou 4 à connaître, et encore, c'est vraiment 3-4 personnes maximum. Ceci dit, il y a plein d'autres gisements à prospecter dans la région de Compiègne. Donc si le cœur vous en dit que vous voulez faire des recherches de vertébrés, eh bien je vous conseille de prendre des cartes géologiques et de chercher par vous-même. Et vous trouverez probablement des gisements intéressants, sachant qu'il y en a un peu partout. Alors, celui-ci, ça fait à peu près 8-9 ans que je le connais. C'est une découverte fortuite, on va dire. Et qui livre donc du différent matériel du Thanésien. Donc, dents de requin, beaucoup de clades de requin sur ce site-là et dans ces sables-là, qu'on appelle les sables de Bracheux. Il y a à peu près une vingtaine d'espèces de requins et de raies. Il y a également du poisson osseux. Là, notamment, on a des otolithes, ce qui est très rare dans ces niveaux-là, parce que ce sont des niveaux qui sont relativement acides et qui se conservent assez mal les otolithes. On a quelques coquillages, bon, du crocodile, de la tortue. Pour l'instant, j'ai jamais trouvé de mammifères et c'est pas faute d'en avoir cherché, d'avoir amené de très nombreuses fractions à la maison pour les trier, les calibrer et les laver. Malheureusement, je n'ai jamais rien trouvé qui aille dans ce sens-là. Donc ça, c'est quelque chose qui fait défaut, malheureusement. Par contre, vu l'abondance des gros et des petits requins, ça comble aisément ce manque pour tout ce qui est côté vertébrés marins. Alors côté poisson osseux, on doit être à une dizaine d'espèces, bon, au moins une tortue, au moins un crocodile, peut-être 2. Donc les requins, une vingtaine d'espèces, plus les faunes de mollusques, on arrive pas loin de 40-50 espèces. Voilà, donc là je vais vous montrer ce que j'ai déjà trié, ce que j'ai déjà trouvé plutôt sur place lors de ma précédente visite. Donc alors c'est pas hyper riche, hein, malheureusement. C'est aussi les aléas de la fouille. Là on a quelques dents de requin qui sont en cours de séchage. Voilà, que vous pourrez voir ici, qui est une dent de lamniforme, probablement une Teretidens ou une striata. Là, c'est un peu manquant, et là, je dirais que c'est une Striatolamnia striata. Et ça, par contre, voilà, ça c'est un morceau de carapace de tortue qu'on peut trouver dans ces niveaux-là. Alors, il n'y en a pas énormément, hein, faut pas s'attendre à trouver des carapaces complètes. Hein. C'est des fragments toujours disséminés et largement. Alors ça, je sais pas trop ce que c'est. Quand je l'ai trouvé, je me suis demandé si ça pouvait pas être un reste d'oursin. C'est étonnant parce que dans ces niveaux-là, on n'en trouve pas. Alors, est-ce que c'est un oursin écrasé ou autre chose? Je le verrai plus tard. Pour l'instant, je sais pas le dire. Mais on reviendra dessus plus tard. Alors là, toujours sur le même gisement du Thanésien, donc je vais essayer de regarder une deuxième lame, voir ce qu'il y a dessus. Une grande lame. Moi, généralement, les lames que je trie sont nettement plus inférieures en taille, mais bon, là, je les adapte en fonction du sable. Alors, c'est un sable qui a été d'abord tamisé sur place à 4 mm, que je reviens de tamiser à la maison à 1 mm. Ce qui me permet d'avoir un échantillonnage de ce qui reste. Alors, c'est des fois très riche. Il peut arriver qu'on trouve 4-5 dents par tamis. Et généralement, c'est plutôt de l'ordre de une dent tous les 10 tamis. On n'est pas du tout dans la même optique que les gisements yprésiens, où on peut avoir des grandes
accumulations de restes d'élasmobranches. Là, on est sur des niveaux qui sont quand même beaucoup plus anciens, qui sont juste après la crise KPG, Crétacé, Paléogène, puisque le Paléogène débute avec le Danomontien, et tout de suite après, on a le Tanécien dans le Paléogène, hein, dans le Paléocène, qui fait partie du groupe Paléogène. Donc, stratigraphiquement parlant, c'est en gros une cinquantaine de millions d'années. Et donc, forcément, tout ce qui a été impacté, bah, il y a un besoin de reconstruction des chaînes trophiques pour se retrouver dans quelque chose qui va venir assez rapidement riche. Hein. Le Tanécien, c'est un exemple assez riche en vertébrés. Mais jusque-là, c'était assez appauvri. Forcément, il y a eu une crise majeure. Et donc, il y a eu une perte de diversité. Donc là, on est bon sur le niveau. Pour l'instant, je ne vois rien. Je vais mettre en pause et prendre une deuxième pelletée. Bon, alors là, je reprends. J'ai un petit peu triché, on va dire, parce que j'ai déjà fait 2 lames et sur les 2 lames, j'ai rien trouvé. Et là, celle-là, elle est identique. Elle a absolument rien. Donc, on est quand même sur quelque chose qui n'est pas forcément très riche de prime abord, mais qui fournit une faune qui est relativement abondante et diversifiée. Alors, il faut savoir que j'ai quand même déjà scindé en 2 volumes sur place, puisque j'ai pris les grosses fractions d'un côté et les fractions inférieures à 3 mm de l'autre. Donc ça, il va falloir d'abord que je les nettoie à l'eau. Une fois qu'elles seront nettoyées à l'eau, que je les sèche, que je les recalibre, encore une fois, pour enlever l'excédent de sable qui pourrait se rester, et que je le trie à vue, puisque bon là c'est comme du 3-4 mm, c'est faisable, sinon je pourrais le trier sous binoculaire, il n'y a aucune difficulté. La seule difficulté, c'est, je vois pas la nécessité de le faire sous binoculaire, quand c'est du 3-4 mm, parce que franchement, même si j'ai pas une vue perçante, on le voit suffisamment, surtout avec un bon éclairage. Ça, c'est le principal. Il faut toujours avoir un bon éclairage, sinon ça sert à rien. Bon, je vais retrier quelques éléments et je reviens après vers vous. Alors là, je reviens toujours sur le Tanécien, de la région de Compiègne, on va dire. Et je suis en train de trier une autre lame. Et tout de suite, je tombe sur une dent de requin. Alors bon, encore une fois, elle n'est pas tout à fait complète, mais elle a le plaisir d'exister au moins, parce que ça, on n'en voit pas partout. Alors, je regarde, bon, il y a pas mal de trucs parce qu'on est dans une forêt. Donc, comme on est dans un milieu forestier, on a pas mal d'éléments comme ça. Là, je sais pas ce que c'est. C'est une racine de quelque chose. Mais comme je l'ai dit tout à l'heure, il n'y a pas de mammifère. Alors, est-ce que c'est du crocodile ou du poisson? Grosse difficulté à savoir. On verra après. Je le mets là. Ouais. Ah, là, voilà. Et enfin, les petites dents que j'adore. Je recherche. Voilà, là, c'est une Teratidens, hein, Silvestrina Teratidens. Mais elle est complète, elle est super jolie. Alors, vous voyez, là, on n'est pas sur du très gros requin, mais c'est complet. Et ça, au moins, ça a un gros intérêt, c'est que ça échappe à la casse des gros blocs, généralement. Alors, ça, il faut que je le retire. Donc là, vous voyez, sur une seule lame, j'ai déjà une dent de requin, une dent bizarre, et une dent complète, une autre dent de requin complète. Alors que depuis tout à l'heure, je n'avais strictement rien. Et c'est pas du chiquet, c'est je tamise le volume que j'ai rapporté. J'en avais à peu près 10 kg. Donc sur 10 kg, bah, je vais voir ce que ça donne, quel est le volume de dents que je vais pouvoir trouver, et surtout de nouvelles choses. Parce que bon, à la rigueur, que je trouve déjà des choses que je connaisse, c'est bien. Ça fait plaisir si c'est des dents en meilleur état,
Mais ce qui me fait encore plus plaisir, c'est de trouver des nouvelles faunes, des nouvelles formes de faune que je n'ai jamais trouvées. C'est pour ça que j'y retourne. Là, j'y avais pas été depuis quelques années. Et le but que j'y sois retourné, c'est simplement pour voir ça. Pour voir si je peux trouver autre chose. Alors, là, dans l'immédiat, rien d'autre. Mais on peut pas avoir tout d'un coup. Je vais mettre en pause. Voilà, là je reprends avec une autre lame. Toujours du Thanésien. Alors, ce que je fais, c'est que je regarde vraiment les petits éléments, parce que j'ai commencé à trouver une petite dent là tout à l'heure. Alors, petite qui était 1 cm, c'est déjà pas mal. Sachant qu'il y a des dents qui font 1 mm hein, sur ce site-là, et dans ces niveaux-là, ça peut faire jusqu'à 0,5 mm. Donc 1/2 mm. Bon, c'est pas là-dedans que je vais le trouver, hein, c'est une certitude. Mais j'ai des sédiments que j'ai rapportés qui sont encore plus fins et qui pourront peut-être livrer ça. Donc ça, c'est à voir ultérieurement dans le tri des très petites fractions. Généralement, moi j'en avais trouvé alors des Dasiatis, des Rhinobatos, des Heterodontus, notamment des dents antérieures absolument magnifiques. Et ça, on peut pas le trouver avec des tamis de 4 mm, c'est strictement possible, puisque toutes ces dents-là sont inférieures au millimètre. Donc si on veut les récolter, il faut absolument rapporter du sable et de le traiter à la maison à l'eau et de bien laisser sécher. Une fois que c'est bien sec, on peut retrier à nouveau et faire un tri sous binoculaire. Donc vous voyez, ça nécessite quand même un nombre d'étapes non négligeables avant de pouvoir les trouver. Voilà, de la même façon que si on veut trouver que des grosses dents, bah, ça sert à rien de prendre du petit tamisage. C'est contre-intuitif. Voilà. Donc il faut adapter sa recherche à ce qu'on cherche. Par contre, quand je dis ne pas prendre de sédiments fins, c'est à mon avis la pire erreur. Parce que bien sûr vous allez avoir 80% de la grosse faune, mais vous allez avoir 90% de la microfaune qui va vous échapper. Si ce n'est 100%. Et là vous allez oublier les petites formes qui sont déjà magnifiques en qualité et en diversité, et puis en intérêt. Hein. C'est l'intérêt, c'est comme aller voir en Afrique et de regarder que le lion et la girafe. Voilà. Et l'éléphant, voilà, vous oubliez tout le reste. Donc, là c'est le même topo. C'est pas regarder, se focaliser sur les gros éléments. C'est focaliser sur tout ce qui existe. Bon, après chacun voit midi à sa porte. Alors on a toujours sur le Thanésien. Je viens de retrouver quelque chose de très bizarre. Je vous montre. À l'heure actuelle, je ne sais pas du tout ce dont il peut s'agir. J'en ai parlé à un ami qui fait les oursins, et il avait regardé, il m'avait dit je crois pas que ça soit un oursin. Et effectivement, je ne crois pas que ça soit un oursin. Par contre, je ne sais pas ce que c'est. Peut-être une huître. Bon. En tout cas, c'est une forme un peu bizarre. Et je me souviens pas en avoir trouvé déjà par le passé. Alors, je vais regarder ça plus près, et j'espère trouver ce que c'est. Alors, sinon le reste, qu'est-ce que ça donne? Là, on a des gros galets, encore une fois. Là, on a des grosses huîtres. Alors ça, les huîtres, c'est pas ce qui manque. Il y a des huîtres de toute taille, là-bas. Il y a même un niveau où il n'y a que de l'huître. Mais c'est au-dessus. C'est dans des niveaux supérieurs qu'on appelle les marnes de Marque-Église. Donc, ils sont du sparnacien. Où, malheureusement, il y a encore quelques dents de requin, mais alors très rares. Puisque au Thanésien, on a en gros 40 espèces d'élasmobranches dans le bassin parisien. Au sparnacien, on n'en a plus que 15 ou 20. On baisse en diversité. On baisse en diversité, probablement lié à la hauteur de la tranche d'eau. On passe d'un milieu marin franc à quelque chose qui ressemble à un estuaire ou un delta géant et qui est beaucoup moins profond. Donc s'il y avait des requins, ils ne pouvaient pas vivre dans les mêmes conditions. C'est pas possible. Donc il y a une partie qui s'adapte et une autre partie qui migre, qui reste au loin de la côte. C'est pour ça qu'on n'a pas les mêmes diversités.
Voilà, encore une fois, étudier les dents de requin ou les dents d'une manière générale, tous les fossiles donnent un prisme sur l'environnement global et sur ce qui se passait à l'échelle globale. Alors là, on a une dent de requin qui est pas tout à fait complète, voilà, mais qui est bon, qui est relativement complète. Elle n'est pas encore archi complète. Voilà. Alors il y a des éléments comme ça que je trouve régulièrement dans ce type de niveau-là, qui sont, je pense, des pseudo-fossiles, qui sont pas vraiment des fossiles, qui sont constitués d'oxyde de fer ou de limonite, ou alors peut-être d'anciens fossiles qui sont épigénisés. Bon, c'est à voir. En tout cas, j'en ai rencontré dans le cuisien, dans le tanécien, un petit peu dans le bartonien. Donc est-ce que ce sont des anciens sols qui ont transformé ça en espèce de latérite? Là je suis pas géologue, donc je saurais pas le dire. Je sais que ça existe ailleurs, dans des environnements tropicaux. Là on était sur une mer qui n'était pas encore tropicale, qui était presque tropicale. D'ailleurs on a une quasi absence de coraux. C'est même très surprenant dans le bassin parisien, parce que toutes les autres périodes après on a une explosion de coraux qui sont des biomarqueurs de qualité environnementale des eaux et des températures. Et là, on l'a pas du tout au Tanécien. Les rares éléments que j'ai en coraux sont très fragmentaires. Très fragmentaires, on peut se demander si c'est pas du remanié du Crétacé. Donc voilà, c'est encore une chose qu'on apprend au fil du temps. On voit des choses, on s'aperçoit que dans les couches, on n'a pas les mêmes choses qu'à une autre période, qu'à la période précédente, et que la période suivante est plus riche. Donc ça c'est important de noter ça. C'est pas juste une curiosité, ça résulte de faits. De faits paléontologiques, on peut pas dire historiques parce que c'est bien plus ancien, mais de faits géologiques, on va dire. Bon, je vais mettre en pause. Bon, là je suis sur une autre lame encore. Ah, voilà, tout de suite une dent de requin, enfin une cuspide, hein, ce qu'on appelle une cuspide, parce qu'il n'y a pas toute la dent. Ah, là, qu'est-ce que c'est? Ouh, ça c'est encore intéressant. Ça c'est, je sais pas trop, je vais le prendre tout de suite, ça m'a l'air très intéressant. Ça c'est encore un truc bizarre. Qu'est-ce que c'est que ça? Ah, il y a des trucs étranges là. Il y a des choses que j'ai parfois de grosses difficultés à interpréter, qui sont peut-être des remaniements, des épigénèses de certains types de fossiles. Donc ce que je vous disais juste avant, ça concrètement, il y en a plein, et ça dans le cuisien, dans certains niveaux, c'en est rempli. Ça en est rempli, ça fait une masse ferrique importante. On a l'impression d'avoir des boulets de canon, tellement c'est lourd. Et c'est très concentré dans les niveaux qui sont déjà rougeâtres. Donc qui indique quelque chose, un événement. Un événement, alors peut-être pas un événement catastrophique, hein, mais tout simplement un lessivage de sol ou de choses comme ça, et qui ont donné des résultats comme cela. Je sais que certains géologues m'en avaient déjà parlé, mais bon, sur le bassin parisien, pas trop. Pas trop. Donc, ce qui se passe à d'autres échelles doit se produire aux échelles du bassin parisien, il n'y a pas de raison. Bon, alors une autre lame. Donc, la dernière lame était surprenante. Ah, ben voilà, encore un truc surprenant, là. Si c'est ce que je pense, ouais, ça a l'air d'être ce que je pense. C'est une... Ah oui, c'est magnifique. Je sais pas si on verra bien. C'est une boucle de raie. Une boucle dorsale de raie. Donc ça, c'est super joli. Je m'attendais pas à en trouver. C'est certainement de l'Hippolophodon. Hippolophodon sylvestris, qui est déjà connu dans ces niveaux-là, et je l'avais déjà trouvé dans du Tanécien dans la Marne. Mais ça reste très joli. Voilà.
Alors les boucles chez les rays, ce sont des petits écussons qui sont sous l'os, sous la peau, je veux dire, et qui sont pas de l'os puisque ce sont des poissons cartilagineux, mais qui sont constitués comme la dent, d'une partie dentine, et qui leur sert à se protéger. Essentiellement, c'est de la protection passive. Par contre, en protection active, ils ont les aiguillons dorsaux, les aiguillons dorsaux ou caudaux. Alors là, c'est une autre affaire. Ça, dans l'actuel, si jamais vous les rencontrez, vous verrez que c'est pas une partie de plaisir. Ça peut être même mortel dans certains cas, mais c'est quelque chose d'extrêmement efficace. Voilà. Donc ils ont... Alors peut-être que les hippolophodons n'avaient pas d'aiguillons... Et c'est pour ça qu'ils avaient des dermes. Ah voilà, encore une dent de requin, là. Une dent de Striatolamia striata. Alors ça c'est le requin, un des requins qui est comme l'Éocène, hein. C'est son frère jumeau, on va dire. Sauf que le Macrota est plus gros. Plus gros et les dents sont plus massives quand même. Voilà, mais sinon pour moi il n'y a pas de différence notable. C'est juste l'âge qui fait que ce ne soit pas les mêmes requins. C'est le même genre, mais pas la même espèce. Voilà, un bout de racine. On voit le sillon nutritif là, qui est cassé. Je prends. Alors pourquoi je prends? Pourquoi vous allez me dire pourquoi je prends un fragment de racine? Tout simplement parce que si on arrive à trouver d'autres éléments, il est tout à fait envisageable d'arriver à recoller la dent. Voilà, tout simplement. Et si on ne l'a pas pris, on passera à côté. Bon, je l'ai toujours fait, mais c'est vrai que le résultat, il faut être honnête, est pas très à la hauteur. Surtout quand on est plusieurs à fouiller, c'est qu'on peut prendre plusieurs fois le même truc. Il faut que les autres personnes jouent le jeu, nous retransmettent ce qu'ils n'ont pas pris et inversement que nous on fasse la même chose. Donc c'est... Voilà, encore une lame. Encore une... On va regarder encore une fois ce qu'on peut trouver. Alors, les végétaux sont légion. Et encore, j'en ai déjà retiré des pelletés. Hein. Alors c'est sûr, si j'avais lavé tout ça à l'eau, tous les végétaux, enfin une grande partie serait partie au lavage, hein, par flottaison tout simplement. Et pour les récupérer avec une simple épuisette, ça permet de les récupérer pour les jeter. Parce que bon, là il n'y en a pas énormément, on est en période hivernale, mais quand c'est l'été, ça peut boucher les canalisations. Donc, il faut quand même faire très attention à ce qu'on fait. Alors moi j'ai quand même la chance de pas être trop gêné. J'en connais d'autres qui font ça en appartement. Ils n'ont pas peur, hein, parce que si les canalisations se bouchent, c'est tout l'étage qui va être bloqué. Donc l'idéal c'est quand même de traiter au maximum sur place. Voilà, une nouvelle lame. Sachant que j'ai encore pas mal de lames. De grandes lames comme ça à faire. Donc si vous faites du tri, ça serait bien dans les commentaires de nous dire comment vous procédez. Est-ce que vous avez des sédiments type sable ou roche ou marne, ou voilà, et puis comment vous les traitez? Parce que bon, là je vous explique depuis plusieurs mois comment je procède avec des sables et quelques marnes, mais bon, je sais qu'il y en a d'autres qui ont traité des marnes du Jurassique, Jurassique inférieur, qui apparemment ont pu les tamiser in situ parce qu'il y a un petit ruisseau à côté. Donc ça c'est l'idéal parce que ça permet d'éviter l'emport de matériel inutile et de volume de sable inutile ou de marne ou de quoi que ce soit, puis de gagner en temps et en place. Hein, quand on est en pavillon ça peut aller, mais je vous dis qu'on est en immeuble ou c'est pas du tout la même chose. Donc voilà, donc si vous avez des
des tris que vous avez fait, des méthodes, faites-nous en part. Partagez un petit peu l'information, sachant que je pense qu'il y a beaucoup d'amateurs qui regardent ces vidéos. Et si vous avez éventuellement même la possibilité de faire une petite vidéo et puis de la poster, ou éventuellement de me l'envoyer pour si j'arrive à faire un petit montage, voilà, je pourrais partager votre travail avec l'histoire, c'est de partager ses expériences, c'est pas de rester tout seul dans son coin. Alors moi j'ai d'autres amis là avec qui on l'a fait pendant des années, donc effectivement on procédait à peu près pareil. Mais bon, voilà, ça fait des années que j'ai pas beaucoup de gens qui font ça. J'en ai 2-3 dans mon entourage, le direct, et puis c'est tout. Peu de gens cherchent la microfaune. Donc déjà quand on cherche la petite faune, la mésofaune, on va dire la faune moyenne et la micro, ça reste rare. Hein. Ça reste rare. J'ai fait de la préparation de sédiments pour un monsieur là, qui faisait du tri de foraminifères et d'ostracodes. Bon, voilà, moi je sais comment j'ai préparé mon sédiment, comment il a été calibré. Est-ce que j'ai pu lui envoyer? Mais ça remonte à quelques années, malheureusement déjà maintenant. Bon, on va voir plus tard.